Notre code d'instruction criminelle, d'inspiration napoléonienne, a été promulgué en 1835, au 19e siècle, il y a de cela 180 ans. Il n'a subi depuis lors aucun changement majeur. Les dispositions contenues dans ce code, en plus de leur désuétude, ne permettent nullement que les droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes soient pleinement respectés dans le cadre des garanties consacrées par la Constitution et les conventions internationales auxquelles est partie Haïti. Ces conventions nous obligent, dans ce sens que notre législation interne, en l'occurrence différents textes de loi à la mise en œuvre du droit pénal, doivent être ou, à tout le moins, compatibles avec les exigences des droits de l'homme en procès contenus dans ces instruments. Il est manifeste que le contenu du Code d'instruction criminelle actuel n'obéit pas toujours à ces exigences, notamment celle du respect des règles du procès équitable, telles que formulées aussi bien par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou encore par la Convention américaine des droits de l'homme, deux instruments internationaux qui nous lient. De même, la Constitution de 1987 amendée contient des garanties importées des 10 instruments et favorables aux justiciables en procès pénal qui ne sont nullement reflétés dans le Code d'instruction criminelle actuel. Le Constituant de 1987 invite fort opportunément le législateur à abroger ou à revisiter tous les codes de loi ou manuels de justice, toutes les lois, tous les décrets lois et tous les décrets et arrêtés actuellement en vigueur, qui seraient contrairement à la loi fondamentale, ce à travers l'article 296 de la dite loi. L'article 276.2 dispose explicitement que les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Parlementaire, l'économie générale du projet de loi portant Code de procédure pénale de la République que l'exécutif soumet à votre votation. Merci. Monsieur le Président, permettez-moi de vous soumettre. Merci. Devant. Merci, Monsieur le Ministre. Le bureau vous donne acte du dépôt de projet de loi sur le Code de procédure pénale. Donc, on va passer à la deuxième mi-temps, avec le Code pénal, 1500. Et après, l'Assemblée pourra statuer sur le principe de la recevabilité de ces deux projets avant de passer au prochain qui est le ministre des Affaires sociales. Monsieur le ministre, continuez pour nous. Ce code pénal apparaît à la fois archaïque par le survivance qu'il comporte, inadapté aux exigences de notre société, incomplet et sur bien des aspects liberticide. Il appelle par conséquent une refonte complète de nos textes. À la suite de la ratification d'un bon nombre de conventions internationales qui consacrent la suprématie des droits humains, le projet du Code pénal a pour fin première la défense de la personne humaine, notamment des catégories vulnérables, étant à assurer son plein épanouissement en la protégeant contre toutes les atteintes qu'elle vise. Épanouissement qu'elle vise, son plein épanouissement en la protégeant contre toutes les atteintes qu'elle vise, sa vie, son corps, sa liberté,
sa sûreté, sa dignité, sa propriété, son environnement ou encore la survie de l'espèce humaine. Ainsi, tout en sauvegardant les institutions républicaines et la paix publique, le projet du Code pénal, en parfaite concordance avec les valeurs de notre temps, se veut humaniste et adapté aux réalités sociales, culturelles et économiques de notre pays. Les rédacteurs du projet ont retenu les lignes directrices suivantes qui obéissent aux préoccupations de la société. Le droit pénal de fond doit limiter le pouvoir de l'État utilisé abusivement par ses détenteurs à travers les nombreux régimes qu'a connus notre pays. Le droit pénal de fond doit être orienté de façon à pénaliser les comportements inappropriés de ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social, et non à réprimer de façon sélective les groupes marginaux de la société. Telle est, honorables parlementaires, l'économie générale du projet de loi portant code pénal que l'exécutif soumet aujourd'hui à votre examen. Merci. Cette proposition. Comme... Merci. Merci, Monsieur le ministre, et félicitations à la commission qui, justement, a fait tout ce travail. Prenez siège, Monsieur le ministre. Selon nos règlements, une fois le dépôt effectué, nous devons mettre en discussion le principe de recevabilité, c'est-à-dire les sénateurs doivent statuer sur ce principe. Et en ce sens, le principe de recevabilité de ces deux codes, le code de procédure pénale et le code pénal, ce principe est mis en discussion. En discussion, adopté. Les deux textes sont reçus par l'Assemblée et nous allons remettre officiellement les deux textes, le code de procédure pénale. S'il y a discussion, sénateur Lambert, on fera ça en commission. Après un travail aussi efficace, je crois que l'Assemblée, un coup de marteau. Voilà, on remet officiellement les textes au président de la commission, l'honorable sénateur Senatus, pour analyse, et le rapport doit être présenté à l'Assemblée. Nous sommes en fin de session. Excusez une minute, si le rapport pourrait être présenté au mois de juin ou juillet, pour que nous puissions justement, juillet. Merci. Sénateur Foucault, Richard, Lénine, Hervé. Sénateur Gélin Wilfried. Sénateur Jacinthe Sorel. Sénateur Jean-Jacques Sauveur. Sénateur Jacques Sauveur Jean. 20 sénateurs sont présents. Le quorum est constaté. La séance est ouverte. Nous, les représentants du peuple, au niveau départemental, nous nous trouvons déjà dans l'obligation de demander des comptes aux ministres, aux directeurs généraux du gouvernement. Nous n'avons plus de temps à perdre. Un retard dans le domaine de l'énergie, plus particulièrement celui de l'électricité, est si grand même par rapport aux petits pays de la Caraïbe que nous devons agir vite et bien. Il est clair que le décollage économique que nous poursuivons à l'horizon 2030 ne sera que l'heure si nous ne résolvons pas le problème énergétique auquel est confronté notre pays. Comment pouvons-nous attirer des investissements directs étrangers si le problème énergique n'est pas résolu? Seulement 30% des Haïtiens, dont 6% en milieu rural, ont accès à l'électricité. Il est appelé pour le ministre et le directeur général que le nouveau rapport de la Banque mondiale étudie les risques, mettant l'accent sur l'accès à l'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables
Haïti est classé à l'avant-dernière place sur 111 pays. Notre pays obtient un score de 11 sur 100, de 13 sur 100 pour l'accès à l'énergie, de 14 sur 100 pour l'efficacité énergétique et de 7 sur 100 sur les énergies renouvelables. Or, le score total de notre voisin de la République dominicaine est 63 sur 100. La situation est extrêmement difficile. Il nous reste, si nous sommes capables, à prendre conscience de cet état et à agir en vue de résoudre ce grave problème. Est-ce pour cela, aujourd'hui, que l'Assemblée a décidé d'inviter le ministre et surtout le directeur général de l'EDH pour nous donner son plan quinquennal, sa politique pour l'augmentation de la production nationale afin de favoriser la redynamisation de la croissance économique et du développement socio-économique de notre pays. Avant de vous accorder la parole, il revient au sénateur Sildor, représentant le président de la commission TPTC Énergie, de placer la rencontre dans son contexte. Pourquoi avoir travaillé dans le secteur, le travail qui avait à faire, un travail de 2 mois, si les dispositions étaient prises par l'État haïtien, par la direction générale de l'EDH, par vous autres, monsieur le ministre, par vous autres, monsieur le directeur général, qui venez d'arriver. Si les activités étaient prises, ce réseau était déjà en fonctionnement. Non. Et je pense que c'est la même chose pour la tendance. Le sénateur Soredia était là, le sénateur Bélizer est là, ils vont intervenir. C'est la même chose. Ça montre une insouciance, une indifférence un peu morbide vis-à-vis des citoyens. C'est pas normal qu'il fait de nous avant de penser au grand projet. Alors, monsieur le ministre, monsieur le directeur général, alors qu'on va parler des plans de développement pour augmenter l'accès à l'énergie, alors qu'on va parler maintenant, quelle est la stratégie qui sera mise en œuvre maintenant pour réorganiser le secteur, de manière à ce que ces secteurs puissent produire de l'électricité en bonne qualité, en condition, pour que ces secteurs puissent diminuer, enfin, réduire maintenant et sa capacité maintenant d'éplonger les recettes de l'État et de la communauté nationale. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais plus près de nous, avant d'y arriver, on voudrait savoir que chaque sénateur aura à défendre son département et ensemble, nous allons défendre le pays. Parce que nous sommes sénateurs de la République, nous sommes là pour défendre le pays, pendant que nous allons avoir un regard partisan sur notre département en ce qui concerne l'électricité. On n'est pas là, monsieur le ministre, monsieur le directeur général, pour vous acculer, pour vous accuser. On est là pour trouver ensemble des solutions. Sur le plan financier, vous savez que nous avons beaucoup de problèmes. Ce n'est pas que nous ne sommes pas conscients de ce qui se fait, de ce qu'il y a comme problème dans le pays. Au niveau du département du Sud, on sait que après le cyclone Mathieu, et au niveau de l'État haïtien, on avait commencé à réhabiliter le réseau de l'énergie. Malheureusement, faute de financement, on n'a pas pu continuer. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Et les travaux, on va continuer. Donc je vais passer la parole au directeur de l'EDH, qui va un peu vous dire ce qui va se faire dans le court terme et dans le long terme et en moyen terme. Dans la zone métropolitaine, aujourd'hui, il y a 200 mégawatts installés. Sur ces 200 mégawatts installés, aujourd'hui, 103 mégawatts sont disponibles. Cependant, les besoins pour couvrir la demande dépassent 200 mégawatts. Et on n'a pas cette disponibilité-là. Je reprends, on a de disponibles 103 mégawatts, on a besoin de plus que 200. Également pour la province, on a 105 mégawatts installés. Aujourd'hui, 67 mégawatts sont disponibles. Et les besoins pour la province dépassent les 150 mégawatts. Et on a seulement 67 mégawatts de disponibles. Le taux d'accès à l'électricité est de 30%
pour les consommateurs, pour les clients réguliers qui ont des compteurs, il est de 11%. C'est ça le vrai taux d'accès. La situation financière, je vais vous mettre un peu au parfum de cette situation. Pour le mois d'octobre, les recettes de l'EDH ont été de 334 millions. Les charges, les dépenses d'exploitation ont été de 413 millions. Les achats d'énergie, les dépenses pour les achats d'énergie se sont élevés à 1 milliard d'euros. Donc le total des charges, achat énergie plus dépenses d'exploitation, pour le mois d'octobre, était de 1,4 milliard d'euros. Donc le déficit, la subvention de l'EDH pour le mois d'octobre 2016 était à hauteur de 1,1 milliard d'euros. La situation est la même en moyenne pour les mois de novembre, décembre et janvier. À date, la subvention totalise 5 milliards d'euros. Merci, député Fils. Merci. Combien de députés il y a dans la salle? Deuxième secrétaire. Collègue député qui était là, on a vérifié combien de députés qui sont dans la salle là. Alfredo, député. Merci. Malheureusement, il y a seulement 57 députés. Maintenant, on ne pourra pas, on ne peut pas continuer avec le débat. Il y a 57 députés. Maintenant, il a demandé. Je vais raconter, bon, tu as toujours vérifié. Merci, merci pour les députés. Collègue Kéolo. Collègue Kéolo. L'article 116. Article 116. Aucune des deux chambres ne peut siéger ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ses membres. Merci. La majorité pour la Chambre des députés, la majorité requise, c'est 60 députés. Nous sommes 57. Malheureusement, on ne peut pas. Nous sommes 57. Il y a le quorum, c'est dans salle, c'est dans salle pour ça. Non. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais justement, mais ici à la chercher, mais pourquoi? Le collègue de vie, il n'y a pas de quorum, il n'y a pas de quorum. Non, il n'y a pas de quorum. Non, il n'y a pas de quorum. Il n'y a pas de quorum. Il n'y a pas de quorum. Merci, 57 députés présents. La semaine de la journée de la midi. Merci beaucoup. Article 116 Constitution dit que l'Assemblée n'est pas capable de décider, pas capable de voter s'il n'y a pas de majorité. Et la majorité requise au niveau de la Chambre des députés, c'est 60 députés. Maintenant, lorsque nous allons voter le rapport commission, nous avons 57 députés dans la salle. Parce que quorum, c'est dans la salle de séance à constater, ce n'est pas dans la cour, ce n'est pas dans le bureau et dans le bureau. Maintenant, comme quorum n'est pas maintenu, nous avons 57 députés, donc le bureau, selon le règlement intérieur, selon la constitution, le bureau n'a pas l'autre choix, c'est lever séance et nous lever séance ajourné pour demain, même heure midi. La suite, est-ce qu'il a le même thème, Jean Sénat de voter? Ça parle dépendre de l'Assemblée. C'est commission, là, comme son débat,
avec commission, avec assemblée. Ça va dépendre de l'assemblée, de l'appréciation de loi, de l'appréciation de rapport là. Ils doivent voter dans le même thème, ils doivent apporter des changements. Maintenant, texte a un président de commission qui est là, mais tout le monde connaît que texte qui loi organique UCREF là, c'est une loi qui est en bataille contre blanchiment d'argent, qui bataille contre terrorisme. Donc maintenant, il y a des obligations qui fait à l'État haïtien, surtout au système financier haïtien, pour qu'il y ait de protection, pour le système en termes de protection légale, pour la loi protéger Dagadou, cob qui entre dans le système, c'est de cob qui pas blanchi. Et maintenant, la loi, ça, c'est une loi qui vient pour ça. Et il y a des obligations que le pays a risqué à partir du mois de mai, qu'il vienne sous sanction. Alors, l'aime de la sanction Dagadou internationale, si vous avez de grandes banques qui ont servi d'intermédiaire avec vous, avec banque haïtienne, qui ont arrivé, qui n'ont pas fait deal, à l'aide de pas faire transaction avec banque haïtienne, parce que estime que le système haïtien est protégé par la loi. Et on a une loi que Gafi fait, qui fait obligation pour l'État haïtien, c'est la loi UCREF là, et malheureusement, nous n'avons pas quoi dire à demain quand même, nous allons essayer pour demain. Nous avons député, c'est député Papillon qui était sur le débat là, nous qui était monté pour dire texte en adéquation avec la loi haïtienne. Et quand même, est-ce que c'est peut-être ça que ces rapports-là, que tout ça qui pas conforme à la Constitution, l'Assemblée a retiré tout ça qui est conforme. Maintenant, si on loi a voté, là, il y a plusieurs débats, plusieurs interventions. Tout ça qui, d'accord, pas qu'à voter une loi qui, d'accord, en désaccord avec la Constitution. Et justement, quand il vient dans le texte, dans le débat, tout ça pour nous retirer. On a retiré. Tout ça pour mettre Pour ouvrir ce sénateur, combien de députés que tu es présent? Pour nous ouvrir séance là, nous avons gagné 63 signatures. Pardon. Parce que le règlement intérieur, dans l'article 153, quorum à l'ouverture, est constaté par le nombre de signatures qui est dans le registre là. Maintenant, pour voter, c'est le nombre de présence qui est dans la salle de séance là. C'est-à-dire que l'homme il a 57 députés, et pour me voter, je ne peux pas voter à 57, c'est pour me dégager 60. C'est justement ça qui vient de dire. Son projet de loi, nous recevons dans l'exécutif là, nous analysons et nous recevons dans des termes dans le Sénat. Mais j'aime toujours dire, même s'il y a une urgence, même si nous connaissons que le pays a besoin que nous ayons une nouvelle loi, pour nous respecter, nous sommes capables de dire certaines réglementations financières internationales et pour nous solidifier le système financier national là. Mais avant tout, nous sommes des parlementaires. Ça veut dire que nous sommes obligés de faire selon le sens du sérieux de l'éthique. Et moi-même, ça m'a recommandé à l'Assemblée, c'est que pour voter le rapport et que nous avons passé dans un débat sous loi. Et la commission spéciale là, très ouverte, gagne quelques points peut-être qui fait l'objet d'un pile discussion. C'est pour ça d'ailleurs que nous-mêmes nous avons rencontré avec un pile expert, un pile juriste, un pile avocat. Et nous d'accord et nous comprenons et nous souhaitons que le débat fait sous loi UCREF, là, un débat contradictoire intense. Et toutes les corrections nous avons pour faire, on a fait. Et puis pour nous voir la journée Sénat, cependant, pendant notre travail selon nos convictions et selon des critères et professionnels très pointus, nous ne pas oublier tout que le pays a traversé une situation difficile, côté que l'autorité financière pays, que c'est Banque centrale, que c'est le ministère de la Justice, en mai, il y a un rendez-vous international qui est important. Nous avons souhaité que vous soyez capable de présenter Haïti pour expliquer que nous avons des lois qui en harmonie avec des exigences financières internationales que nous tous connaissons. En harmonie tout avec la Constitution haïtienne? La obligée en harmonie avec la Constitution haïtienne. J'aime te dire aujourd'hui, moi-même député Jerry Tardieu, moi pas travail sur rapport en commission spéciale pour que dans chaque ligne, dans chaque virgule, dans chaque point virgule, que le projet de loi ça, il va respecter la Constitution haïtienne.